Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type confidence méditative. Dans ce format, j'invite un ou une invitée à partager son expérience personnelle de la méditation et des états de conscience modifiés au sens large. Qu'est-ce qu'il ou elle a expérimenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, comment ça l'a fait évoluer, et tout un tas d'autres questions qui permettront de découvrir des anecdotes intimes et croustillantes. Ces histoires permettent de vous offrir un véritable tour d'horizon des styles de méditation. Parce que, vous le verrez très vite, la méditation, ce n'est pas toujours simplement s'asseoir en silence. D'ailleurs, ce type d'épisode est parfait pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une pause instantanément ou pour les curieux qui aiment tout simplement écouter les confidences de parcours de vie. Mais si vous avez envie et la possibilité de méditer là tout de suite maintenant, lancez plutôt un épisode de type aventure voyage ou pop culture. Je vous promets que ça vaut le détour. Allez, revenons-en à notre interview. Bonjour Camille, merci de participer aux confidences méditatives. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va bien. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je suis Camille Pianel, je suis designer textile. Je réalise des visuels pour sublimer les surfaces de mes clients et leur donner une nouvelle intention. Et ensuite, je suis maman de 3 enfants qui ont 5, 2 et 6 mois. Waouh. Trop forte, une Wonder maman. Et une Wonder artiste aussi. Dans les aventures méditatives, l'un des objectifs est de faire découvrir un peu toutes les sortes de méditations qui existent. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, juste dans les grandes lignes, celles que tu as toi-même expérimentées pour qu'on ait juste un premier aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui ? Alors, j'ai tenté de faire des méditations guidées, etc. Tenté parce que j'ai jamais vraiment réussi à me plonger dedans à 100%. Tu nous le raconteras après. C'est ça. Qui a surtout marché, c'est la sophrologie et l'auto-hypnose pour justement mes accouchements. Waouh, tout un programme. Et du coup, elle ressemblait à quoi ta toute première méditation ? Qu'est-ce qui t'y a emmené ? C'était quand ? Où ? Avec qui ? Dans quel cadre ? Je pense qu'elle est venue avec mon orthophoniste. Alors, pour information, je suis dyslexique et j'ai eu un parcours orthophonie très long et très mouvementé, où j'ai fait de l'hypnose, donc pour justement travailler sur ma dyslexie. Mais ça, je m'en souviens pas particulièrement. Par contre, je me souviens très bien de moments... J'avais une orthophoniste qui nous recevait en groupe, enfin qui nous reçoit toujours en groupe, et je travaillais... En fait, elle nous faisait travailler beaucoup avec des temps calmes où on faisait en fait une genre de méditation hypnose. Enfin, elle mélangeait un peu tout plein de méthodes. Et je pense que mes premiers souvenirs, c'est plutôt via là. D'accord. Et ça ressemblait, le tout premier souvenir que tu en as, comment ça se déroulait exactement ? Qu'est-ce qu'elle vous faisait vivre ? Pour moi, elle nous faisait sentir notre corps pour qu'on ait sensation de nos membres et de ce que l'on représentait dans l'espace pour savoir mieux se situer en tant que dyslexique dans le monde dans lequel on vivait. D'accord, parce que du coup, je connais pas du tout le sujet de la dyslexie, donc c'est très intéressant comme approche. Est-ce que tu peux nous le qualifier un petit peu et nous dire en quoi ça a un lien avec justement la perception de soi dans l'espace ? La dyslexie, pour la décrire, en gros, c'est on voit 36 images secondes à la normale et un dyslexique en voit 39, 40. Donc en fait, il a un cerveau qui fonctionne beaucoup plus rapidement que la norme, ce qui fait qu'on n'arrive pas à suivre la norme.
Et ce qui fait que, donc la dyslexie, c'est les maladies 10 en général, et ça va se reproduire sur plusieurs choses. On va avoir des problèmes de lecture parce que notre œil va plus vite que notre cerveau. Enfin, notre cerveau va plus vite que notre œil. On va avoir des soucis d'écriture parce que pareil, on pense à l'ensemble du mot et au visuel du mot. J'aime bien employer ça. Moi, par exemple, quand on me demande d'écrire montagne, moi, je vois pas MO machin dans ma tête, je vois une montagne. C'est trop beau. Pour avoir le mot montagne, je vais devoir penser au mot montagne et non pas à la montagne. Et D'accord. donc, quand on va me faire une dictée ou on va me dicter des mots, je dois à chaque mot penser au mot montagne. De la montagne. Donc, de, le mot de, pas le de, le chiffre, ou le mot, ou ou la, ou le lien, ou la notion. Enfin voilà. D'accord, donc c'est un peu couper quelque part l'imagination pour se raccrocher complètement À dans le... quelque chose de plus concret et de plus réel. Ok. Et donc, vu qu'il y a cette notion là de justement passer notre cerveau, en fait, faire comprendre à notre cerveau qu'il faut qu'on se positionne autrement, le fait de rentrer dans des méditations et de prendre conscience de l'ensemble de son corps. J'ai fait beaucoup de tai chi aussi avec mon orthophoniste. Euh, donc de comprendre cette notion de corps et de corporalité pour un dyslexique est très important et permet vraiment de se repositionner et de remettre son cerveau dans un mode qui va permettre d'aller plus loin, en fait. Enfin, Ok. d'aller dans une autre façon de lecture, en fait. D'accord. Et du coup, l'orthophoniste que tu consultes, tu la consultes depuis quand? Depuis que je suis rentrée en sixième, Ok. et je la vois toujours, et aujourd'hui, je suis même... j'interviens aussi en tant qu'animatrice dans ces stages. Trop chouette. Et j'y apporte tout ce que j'ai appris, mais j'y apporte aussi ma créativité. Donc je les fais travailler par un biais plus créatif et autre. En fait, elle travaille avec, avec des artistes, avec des musiciens, parce qu'elle fait aussi jouer la musique et l'aspect cognitif de la musique. Elle fait aussi jouer, elle fait venir des danseurs, des personnes qui font du yoga, etc. dans ces stages qui durent une semaine, où en fait elle rééduque les enfants pendant une semaine. Waouh. La méditation, elle l'a inclus depuis le début des séances que tu as faites avec elle? Moi, je pense, ouais, vraiment, maintenant que tu me poses la question pour essayer de voir quel est mon premier souvenir de méditation, pour moi, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment des temps avec elle où elle nous faisait sentir notre corps. Donc, ouais, je devais être en sixième, cinquième, un truc comme ça. Waouh. C'est hyper jeune pour ça, c'est trop bien. Mm. Et avant ça, j'ai fait de l'hypnose, mais j'en ai un souvenir parce que je sais que c'est dans mon parcours, mais j'ai pas ce souvenir. À part savoir que j'en ai fait, j'ai pas de souvenir de ça avant, quoi. D'accord. Mais du coup, l'hypnose, tu y étais arrivée avant ça, donc encore plus jeune que le collège? Ah oui, oui. Et pour quelle raison, si tu veux bien le partager? En fait, quand je suis rentrée, ma dyslexie a été déclarée, en fait, alors, mais la dyslexie a été déclarée quand même assez tard parce que c'était une époque où, en fait, je fais partie des tout premiers dyslexiques déclarés en tant que dyslexique à une époque où on commençait à parler de la dyslexie. D'accord. Donc j'ai quand même été déclarée assez jeune dans mon parcours scolaire. Je n'ai pas la date exacte, mais je dirais CE1, CE2. D'accord. Sachant que dans mon parcours scolaire, donc j'ai en fait en milieu de grande section, on a dit à mes parents oh là là, elle est trop intelligente, on va la faire passer en CP. D'accord. En fait, on a fait on m'a remis en grande section. Euh, mais c'est la caractéristique d'un dyslexique. Ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas de. Tant que
le plus gros des problèmes n'est pas donc l'apprentissage de la lecture. Tant qu'il n'est pas là, on est un génie en fait. Mm. Euh, donc tant qu'il suffit de dessiner entre guillemets, bah d'un seul coup on est beaucoup plus doué que les autres. Pour ma part en tout cas. Il y en a, ça va être les mathématiques, et il y en a, au contraire, ils vont être très doués en lecture et en écriture, et ils auront plus des problèmes spatiaux ou des problèmes avec les nombres, etc. Donc ça dépend complètement de l'aspect de la maladie du 10, en fait. Ok. Quand j'ai redoublé mon CE1, on a un peu cherché à savoir ce qu'il y avait, quoi, on va dire. Sachant que j'ai des parents qui sont médecins l'un et l'autre, et qui sont beaucoup tournés. Enfin, ma mère est dentiste spécialisée en homéopathie et en médecine alternative. Et mon père est ostéopathe, et il a fait toute une formation en médecine chinoise, en médecine ayurvédique et en acupuncture. Donc j'ai deux parents qui sont sensibles à toutes ces choses-là, et pour qui ça, voilà, ça avait une importance. Donc c'était des choses qui parlaient à mes parents. Aller faire de l'hypnose, aller faire des choses comme ça, c'était des choses qui parlaient complètement à mes parents, donc qui n'étaient pas du tout ouais, non, mais c'est quoi ça? Donc du coup, ils ont le réflexe d'aller te faire faire de Oui, l'hypnose avant même d'aller t'emmener chez l'orthophoniste. en fait, c'est le parcours un peu à cette époque, voilà, on voyait une orthophoniste, un psychologue, et mes parents ont essayé d'autres trucs, quoi. Ok, c'est Voilà. intéressant. Est-ce que tu te rappelles les premières sensations que tu as eues avec la méditation? Et ben, voilà, ça va vraiment être ce souvenir des stages avec Béatrice, mon orthophoniste, qui s'appelle Béatrice Sauvageau, son association, c'est Puissance 10. On mettra les liens dans la description du podcast pour ceux que ça peut intéresser. C'est vraiment le souvenir ouais, d'être allongé sur le sol et de prendre conscience d'un corps qui est différent. Ah, et je viens de me souvenir d'un truc. Il y avait un truc aussi en tai chi qu'on faisait, ça s'appelait le point zéro. Et ça, D'accord. c'est un de mes souvenirs aussi. Et ça, c'est un truc que je fais souvent aussi quand ça va pas et que j'arrive pas à me concentrer, etc. C'est ce recentrage du point zéro. Donc, c'est un truc en tai chi. C'est en fait tirer la ligne de vie de notre corps, en fait. Donc, partir du haut du crâne jusqu'au périnée, et aller planter notre périnée dans le sol. D'avoir cette ligne-là, comme ça, ces deux pieds ancrés dans le sol à hauteur des hanches, et cet alignement qu'on va avoir dans notre corps, en fait. Et, C'est euh, et c'était un truc qu'on travaillait beaucoup avec elle. Énormément, cet alignement-là qu'on devait avoir. Alors, elle le fait plus du tout de cette façon-là, elle le travaille autrement aujourd'hui. Euh, mais je me souvenais, enfin, quand j'étais plus au lycée, enfin, quand ça faisait longtemps que je travaillais avec elle, etc., je pouvais tenir 2 heures debout comme ça, waouh. pendant ces stages, alors que à l'école, je pouvais pas rester assise plus de 5 minutes, quoi. Ouais, enfin, c'est ce souvenir-là, cette sensation-là d'ancrage, peut-être, je dirais. C'est trop bien. C'est marrant parce que ce truc de ligne là qui traverse tout le corps, moi je le ressens parfois en yoga mais sans savoir mettre de mots dessus et je savais pas qu'il y avait cette idée-là en tai chi. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est pour toi le tai chi? Hmm. Avec tes mots, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition, juste la façon dont on te l'a proposé. Alors, bah, en fait, je dis qu'aujourd'hui, elle travaille plus de cette façon-là, parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose de dur, tu vois. C'était pas une pratique facile, dans mon souvenir. C'était une pratique dure par laquelle il fallait passer pour arriver à je sais pas si on va l'entendre à l'audio. Les petits moments ASMR. Enfin, cette respiration
sorte d'état d'apaisement peut-être? De calme? Alors, non, parce que justement, je pense que c'est ce que j'aimais le plus dedans, c'est que c'était pas du calme et c'était pas de l'apaisement. C'était de l'alignement D'accord. et c'était ça qui était intéressant dans cet apprentissage avec ma rééducation de 10. C'était justement cette compréhension que je pouvais trouver un une en fait, dans tout mon parcours scolaire, ce qui est le mot meneur de mon parcours scolaire, c'est plutôt le chaos. OK. Parce que, pendant toute ma primaire, la seule chose qu'on m'a dit, c'était que je ferais rien d'autre que passer le balai, enfin, c'était tout le temps de me rabaisser, en fait, Mmh. parce que j'étais pas capable de faire quelque chose, que voilà, j'étais pas capable de lire. Me lever pour faire des lectures devant la classe, c'était traumatisant. Mais vraiment, enfin, il y a pas d c'est vraiment enfin, c'est un souvenir très traumatique à tel point que je l'ai oublié, en fait. Mmh. Hem et donc c'est vraiment le chaos, tu vois? Voilà et j'ai rencontré Béatrice à un moment où je suis rentrée dans un parcours scolaire, donc au collège et où je suis rentrée dans une classe avec que des dyslexiques et où, en fait, je suis passée de 2 de moyenne à dernière de classe à 15 de moyenne et première de classe, Trop en bien. un trimestre. Parce que au lieu de me dire: «Tu nul», on me disait: «Bah, vas-y, essaye, ça peut marcher» J'adore. et en fait, la découverte de la rééducation de Béatrice qui était non pas, ce que j'avais fait avec plein d'autres orthophonistes qui était, lire enfin faire des syllabes, enfin c'est vraiment une partie de ma vie que j'ai un peu mis de côté parce que j'ai pas d'intérêt à m'en souvenir, enfin, c'est tellement un il y a tellement eu de choses et cetera et j'ai tellement tout transformé avec toutes ces choses-là que j'en ai pas eu l'utilité, en fait, donc mais voilà, mais en fait, d'un seul coup, avoir des gens qui me disaient: «Bah, essaye, ça sur un malentendu, ça pourrait marcher». Et d'avoir à côté de ça aussi Béatrice et toute sa méthode qui me disait, alors déjà, au lieu d'être seule avec son orthophoniste, on était en groupe et le groupe a cette force d'avoir des connivences, enfin des connexions, cérébrales, hem, les uns envers les autres et quand tu es dans une pièce avec que des dyslexiques qui n'ont un cerveau qui fonctionne que comme toi, en fait, tu te retrouves à penser la même chose que la personne d'à côté de toi et tu te retrouves dans une pièce où, dans tes sensations, tu ressens la même chose que les autres. Ce qui ne m'était jamais arrivé parce que j'étais toujours l'ovni dans la classe. En plus, j'étais en lycée, enfin en école, privée catho, heu, Ouais. à Paris. Alors, les Parisiens connaîtront peut-être, mais c'est le groupe Fénelon qui fait partie des grands groupes d'écoles privées parisiennes. Alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui parce que j'en ai aucune idée, mais à mon époque, ça faisait partie des plus grands groupes scolaires parisiens, quoi. Donc, un truc où l'échec n'est pas possible parce que ça défait la réputation de l'école, quoi. Waouh, OK. À tel point que, en fait, j'ai été virée de l'école, non pas parce que je faisais des bêtises, mais parce que mon niveau scolaire baissait le niveau de l'école. D'accord. Donc c'était Euh, un mal pour un bien parce que du coup, ça t'a permis de te ah recentrer oui, avec des oui, personnes, non, mais complètement, mmh. complètement. Mais voilà, mais c'est de se retrouver en connivence avec tous les autres, ça c'est important. Et pour revenir à ta question qui était qu'est-ce que le tai chi? Mais je pense que c'est ça en fait, c'était trouver cet équilibre qui était en contradiction avec tout ce que j'avais toujours vécu, qui était
qui était Le chaos. le chaos complet, et ça mettait cet équilibre serein en fait, et pas calme ou quoi que ce soit en fait. Ouais, C'était aligné. Je pense que c'est vraiment le terme. je vois totalement le type d'énergie que tu décris. Mm. J'adore. Ouais. Parce que du coup, avec ces premières expériences de méditation là, avec ton orthophoniste, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de continuer un peu des pratiques de Non, méditation et autres? Non, pas tellement. non. Et par contre, est-ce que au fur et à mesure des années, tu peux nous parler un peu de peut-être l'évolution que tu as pu voir grâce à ce type d'expérience qu'elle te faisait faire? Alors, on va dire qu'il y a mon parcours scolaire qui va être jusqu'à ce que j'ai mon bac, Ouais. où j'ai beaucoup été suivie par mon orthophoniste. Sauf qu'il se trouve que l'année de mon bac, il y a eu beaucoup de choses différentes. Donc, bon, d'abord, j'ai 19 ans, donc je suis vraiment majeure, quoi. C'est-à-dire, c'est pas l'année de mes 18 ans, mais en fait, c'est la fin de mes 18 ans et le début de mes 19 ans, l'année de mon bac. Donc je suis vraiment majeure. Je passe mon bac pour commencer ma vie d'adulte, enfin de semi-adulte, on va dire. Mes parents divorcent. Alors, petite anecdote pour les parents, évitez de divorcer 2 mois avant le bac. Mais d'un autre côté, c'est très bien parce qu'en fait, ils ont divorcé, j'ai fait waouh, super, c'est à vous. Moi, je suis focus sur mon bac, foutez-moi la paix. Parce que c'était mon gros défi, le bac. Hein. C'était Et pas du coup, rien. cette énergie tai chi, méditation et tout, elle t'a un peu aidé sur ça, j'imagine? Bah, complètement, parce que en fait, il s'est passé plein de trucs cette année-là, et moi, je suis restée focus. Il y avait que ça. Enfin, le reste n'existait pas. Et ce qui a fait que, en fait, j'ai bien vécu le divorce de mes parents. Alors, il y a d'autres choses qui font que ça, je l'ai bien vécu, hein. Mais je l'ai plutôt très bien vécu, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas du tout un aspect traumatique de ma vie ou quoi que ce soit, tu vois. Et non, je suis restée focus. Et j'ai eu mon bac du premier coup. Tout juste, mais je l'ai eu du premier coup. Et j'ai eu 11, tout ça, etc. Mais c'est énorme, en fait. Mm. Vraiment. Bah, vu ce que tu racontes, oui, c'est C'est énorme. Et du premier coup. Je suis pas passée au rattrapage. bravo. Euh, et je suis la seule de ma classe à l'avoir eu du premier coup. Et c'est un D'accord. détail, mais c'est un détail dont je suis très fière, en fait. Oui. Parce que quand on a eu les résultats et que je me souviens, il y avait notre prof qui était là, et elle m'a dit, bon, toi, t'es au rattrapage, Camille. Et je regarde, je fais, bah non. Enfin, tu vois, c'est de dire, mais allez vous faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre. Non, Mm, je n'y suis pas. mm. Yes. Donc voilà, il y a toute cette partie où j'ai beaucoup, où voilà, où la méditation était beaucoup là en jeu, aussi, enfin la méditation en général, hein, parce que il y avait cet aspect point zéro, il y avait la prise de conscience du corps, il y avait le jeu avec la musique et la lumière. Elle avait ce qu'on appelait le tableau magique, qui était un jeu de lumière qui faisait. En fait, elle est neurologue, mon orthophoniste. Et donc, enfin, elle travaille avec énormément de neurologues. Et en gros, elle avait fait un tableau qui faisait des lumières différentes en fonction du son et qui faisait, enfin, qui mettait des choses dans le cerveau. Je peux pas t'expliquer comment ça marche, j'en ai aucune idée. De toutes les façons, c'est un mystère extraordinaire, mais ça marche. Un peu comme une sorte de kaléidoscope ou Ah, c'est encore différent? c'est une forme de kaléidoscope, mais avec des flashs en plus, avec oh, Ah, mais alors pour ça peut-être, il y a l'Institut de l'Arche, qui est un institut d'hypnose, qui ont mis au point un truc qui s'appelle la Dream Machine et peut-être que ça a un rapport avec ça. c'est possible. Si vous êtes curieux de ce genre de choses, allez taper, Dream Machine, l'Arche,
ou Dream Machine, peut-être Kevin Finel aussi, sur internet. Je pense que vous trouverez un peu, ce à quoi ça peut ressembler. Comment t'as dit que ça s'appelait déjà sa machine, enfin son Elle a installation? appelé ça le tableau magique. D'accord. Et qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce que tu ressentais avec ce tableau magique? Mais je pense que le terme alignement est vraiment c'est vraiment ça, en fait. OK. C'est, c'est pour moi, il y avait 2. Elle travaillait sur 2 choses qui étaient très importantes. C'était, il faut que l'enfant slash l'adulte, parce qu'elle travaille beaucoup avec les adultes, mais on y reviendra plus tard, je pense, hem, retrouve la confiance. C'est le truc, enfin, pour moi, c'est le conseil que j'ai quand il y a des parents qui viennent me voir, parce que je parle beaucoup de dyslexie sur mes réseaux et tout ça. Hem, Quand il y a des parents qui viennent me voir, qui me font: «Ah mais mon enfant il est 10 comme toi», mais ça me réconforte, parce que si toi tu es 10 et que tu es là où tu es aujourd'hui, ça me réconforte, ça veut dire que c'est possible, en fait. Mmh. Et quand j'ai des parents qui me disent ça, mais je leur fais: «Mais en fait, si vous voulez que votre enfant réussisse, il faut qu'il ait confiance. Il faut qu'il soit entouré de confiance». Mais ça, c'est normal pour un enfant de base, en fait. Il faut qu'il soit entouré de confiance, il faut qu'il puisse avoir confiance en lui, oui. Mais un dyslexique, enfin toutes ces maladies 10, c'est pas «il faut qu'il ait confiance». Non, non. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit, mais 4 fois plus entouré de confiance, en fait. Mmh. Il faut qu'il ait confiance en lui. Ce qui veut dire que le jour où j'ai compris que je devais avoir confiance en moi pour y arriver, ça a tout changé. Alors je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, et même des personnes pas 10. Mais je pense qu'on peut quand même réussir certaines choses. On peut arriver à lire un texte en public, sans l'avoir préparé pendant des semaines, si tu pas confiance en toi. Ça sera peut-être pas parfait, tu seras peut-être terrifié au fond de toi, mais tu peux le faire. Waouh! Moi, je pouvais même pas il y avait pas un mot qui sortait, tu vois? Ça il y avait rien, Ça bloquait, ouais. il y avait rien, c'était, et puis je pense qu'au fond de moi, j'avais même pas peur de le faire. Parce que pour certaines personnes, ça va être la peur qui va jouer et qui va faire que tu peux pas dire, parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur de ça. Mais moi, c'était même pas la peur. C'était même pas, il y avait pas de son qui sortait, parce que les sons n'avaient pas n'avaient rien. C'était pas, il y avait rien. Le texte, c'était une photo. C'était comme si, tu m'emmenais au tu donnais à un enfant une image et tu dis: «Vas-y, lis-la moi». Mmh. C'était ça, en fait. Donc c'était pas du tout les mêmes langages, c'était pas du tout la même chose, et donc on me disait: «Lis», et je disais: «Mais moi je peux pas, il y a rien, il y a rien, je peux pas lire, c'est pas possible». Et donc j'avais pas confiance, parce qu'on me disait: «Lis», alors que si on me disait: «Beh, raconte», j'aurais peut-être plus eu confiance pour le faire. Et c'est pour ça, ouais, il y a vraiment cette idée de cet aspect de confiance en soi qui est complètement lié, en fait, à la méditation et tout ça, qui est un des meilleurs moyens aujourd'hui de trouver cette confiance en soi, c'est de se retrouver avec soi et de s'aligner. Je crois que ça va être le mot, voilà. Et après, ben, il y a le corps physique et le corps intellectuel et le corps psychique, et de prendre conscience de ces trois-là et de les mettre ensemble. Et ça, je pense que c'est un truc que je comprends aujourd'hui, mais qu'elle faisait et que je j'étais pas capable de comprendre, mais qu'aujourd'hui je comprends. Et quelque part, ça t'a appris à te connaître finalement, non? Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. C'est aussi, Avoir conscience de soi pour avoir confiance en soi un peu peut-être? oui, oui, et puis comprendre ma maladie aussi. Ouais. Alors ma maladie, handicap, on peut y mettre tous les mots aujourd'hui. Mmh. Hem, mais comprendre ça, ouais. Après, il y a eu d'autres caps plus tard.
Et après, je suis rentrée en prépa d'art. Ah, puis il y avait le fait aussi que j'avais trouvé ma voie. Ça, Ouais. ça c'est pas négligeable. J'étais en bac STI art appliqué. Quand je suis rentrée au lycée, je suis passée d'avoir que 2 heures d'art plastique par semaine à 6 heures et 6 heures de cours normal. J'avais plus d'heures de dessin que d'heures de français, le kiff royal, quoi. Et d'un seul coup, c'est marrant parce que dans mes matières art plastique, j'avais des matières d'études de cas, des choses comme ça, où il fallait écrire des trucs. D'un seul coup, c'était beaucoup plus facile d'écrire. Donc il y avait ça aussi, ça c'est sûr. Et est-ce que dans ta façon de créer, enfin à ce moment-là et en général, est-ce que ça a un côté un peu méditatif pour toi? Euh, je pense que ça a toujours été le cas, mais c'est plus réel aujourd'hui. On va dire que je vais plus en avoir conscience aujourd'hui. D'accord. Après, est-ce que ça a toujours été le cas ou pas? En fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que une fois que j'ai eu mon bac, je suis rentrée dans une période de ma vie pendant 5 ans à peu près, où en gros, enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai un peu vu ma crise d'ado, on va dire. Oui. Euh, où voilà, j'ai eu mon bac, c'était mon objectif, j'ai envoyé tous les gens là qui m'ont toujours dit que je ferais rien de ma vie, machin, etc. Pour être très poli, vous m'avez compris, hein, je vous emmerde tous, moi j'y suis arrivée. Euh, et j'avais réussi ça. Voilà. Et là, j'ai eu 5 ans d'accalmie, on va dire. Mmh. Enfin, 5-6 ans à peu près. Où tout marchait. Voilà, j'ai passé des concours, je suis rentrée aux Beaux-Arts, je m'entendais avec tout le monde quand je faisais des trucs, machin. Je parlais de ma dyslexie hyper facilement. Voilà, j'ai écrit des mémoires, je les faisais corriger par mon grand-père. Enfin, ça marchait, c'était tranquille, quoi. C'était tranquille. Quand on croyait pas en moi, putain, c'est ça, allez, tu verras bien. De toute manière, j'ai la preuve que ça marche, donc va-t'en. Euh, donc voilà, j'ai quitté le foyer familial parce que je suis allée faire mes études à Lyon. Donc j'ai quitté Paris. Euh, Meilleure chose que j'ai pu faire, Agatha. Ça m'a fait grandir autrement aussi. Mmh. Il y a aussi eu, par rapport à la dyslexie, il y a aussi eu un cap important, c'est qu'à l'âge de 21 ans, en fait, on n'est plus considéré comme un handicap enfant. Donc, on n'est plus à la maison du handicap enfant, mais on passe à la maison du handicap adulte. Et en fait, il fallait faire de nouvelles démarches pour le faire. Et j'ai pas eu envie de les faire. Donc, j'ai quitté mon statut de handicapé. Je voyais plus mon orthophoniste, mais ça allait très bien. Donc, Et qu'est-ce qui a fait que tu es retournée la voir, par la suite? ah ben, je suis rentrée dans la vie professionnelle. Ouais, donc il y avait cette parenthèse là où tout allait bien et où j'avais rien à faire, donc tout fonctionnait, donc Ouais. voilà. Puis je suis rentrée dans la vie professionnelle. J'ai emménagé avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, avec qui je me suis mariée, avec qui j'ai des enfants et tout ça. Donc d'un seul coup, je devenais vraiment adulte en fait. Mmh. Directement après tes études, tout Oui, ça s'est passé? Ah ouais, quand j'ai été diplômée, me suis directement lancée en free. Et dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai emménagé avec mon mari, ouais. d'accord. Et en fait, voilà, une année après, bah, et voilà, il s'est passé plusieurs choses, il y a eu enfin, il y a eu plein de petits trucs à droite à gauche. Il y a eu, les premiers retours de mail, «Allez corriger vos fautes d'orthographe et on travaillera ensemble un jour», La violence du truc. auquel je m'attendais pas, en fait. Du tout, qui en fait fait que, alors au lieu de continuer
tes pseudo-démarches que tu fais, voilà, bah, tu vas dans ton lit sous ta couette et tu y restes 3 jours. Ouais. Voilà, il y a eu mes premières confrontations avec des entretiens d'embauche ou des trucs comme ça, où, où en fait j'étais là, bah oui, d'accord, ok, donc il faudrait que je fasse quoi? Ah, d'accord, donc je devrais écrire des comptes rendus de réunion et les retransmettre à tous les collaborateurs. Euh, Ça va pas être possible en fait. Mm. Donc voilà, donc en fait, d'un seul coup, le tu passeras que le balai, bah, il revenait de plus en plus. Mm. Et donc je perdais de plus en plus confiance en moi et j'avais rien qui me permettait de me raccrocher. Surtout que bah, ça faisait 5 ans que j'avais rien fait. Ça faisait 5-6 ans que, ouais, même un peu plus, ça fait 6-7 ans que j'avais rien fait du tout, quoi. Donc je savais plus, enfin voilà. Et donc, je me souviens, un jour, je recherche dans mon téléphone et je fais Béatrice et j'appelle et je fais je peux venir te voir. Et là, j'ai recommencé une rééducation. Ok. Et donc, je suis repartie sur de nouvelles bases et sur autre chose et une autre façon de fonctionner. Et là, avec une conscience d'adulte, qui n'est plus cette conscience d'enfant qui fait confiance, Mm. mais qui est... Et c'est là où la rééducation d'un adulte est hyper complexe. C'est que on a une construction qui fait que automatiquement on fait pas confiance. Alors que la base de l'hypnose, enfin de toutes les formes de méditation, c'est se faire confiance, c'est faire confiance à ce qui nous emmène. Donc toi, t'avais perdu cette Ouais. confiance-là. Je sais pas. En vrai, c'est vrai que ça serait intéressant comme sujet, mais je suis pas sûre que ce soit le sujet du podcast, le fait de perdre la confiance ou pas. Mais pour le coup, moi, je sais que j'ai toujours cette impression où j'ai confiance jusqu'à ce que j'ai pas confiance. Après, c'est vrai Oui. que par rapport à certaines choses, il y a une forme de méfiance qui s'installe. Voilà, je vais peut-être plus dire méfiance que confiance, mais Mm. où en fait, bah, t'es dans... Voilà, on t'emmène, t'es là, oui, prenez conscience de votre corps, oubliez tout, tout descend, tout le poids, ça pèse, etc. Mais au fond, t'as ton cerveau qui fait ouais, ok, allez, apaise, apaise, respire, respire, tout va bien. Allez, ça va marcher, ça va marcher. Camille, arrête de faire marcher ton cerveau, stop. Et voilà, ça a toujours été un peu complexe, quoi. Et donc, du coup, tu as eu ces premières expériences de le cerveau qui fonctionne trop pendant la méditation, c'est ça? Ouais, ouais. Ce que tu n'avais pas avant quand tu étais plus jeune. J'en ai pas ce souvenir. D'accord, c'est intéressant. Et donc ça, enfin, cette conscience-là, elle est arrivée avec toujours avec ton orthophoniste? Oui et non, parce qu'elle est aussi arrivée parce que aussi, bah, voilà, quand je me suis lancée en tant qu'indépendant, je me suis aussi, avec des parents qui sont énormément tournés vers le développement personnel, je me suis aussi tournée vers ça parce que, bah, voilà, quand tu te lances en indépendant, Mm. alors, c'est marrant parce que tout le monde me dit: «Ah, tu t'es lancée en indépendant dès que t'es sortie d'école, mais ouais, c'est extraordinaire». Mais en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai des parents indépendants. Donc moi, ce qui me faisait peur, c'est le salariat. Parce que je ne savais passer un entretien d'embauche, ma mère, elle m'a regardée, elle me fait: «Non, mais je peux t'expliquer comment monter une société et tenir une société, mais passer un entretien d'embauche, moi, je sais pas faire, hein». Donc en fait, je savais mieux me lancer en indépendant par mon histoire que de passer des entretiens d'embauche pour un poste de salarié basique. Mm. Voilà. Donc c'est une notion qu'il faut recadrer, quoi. C'est Ouais. dire que moi, il y avait que le salariat, enfin que l'indépendant qui existait. Le salariat, c'était inconnu à mon existence.
Mais donc je savais que voilà, être indépendant, c'est aussi savoir jongler entre vie professionnelle et vie personnelle. Chose que voilà, moi j'ai vécu avec des parents qui avaient 2 bureaux dans le salon et où on jouait à côté d'eux pendant qu'eux travaillaient. J'ai passé mon enfance dans les cabinets de mes parents, assis dans le secrétariat pendant qu'eux ils soignaient leurs patients. Donc en fait, c'est une construction que j'ai personnellement en fait. Mmh. Euh, donc c'était des notions que j'avais, donc ces notions de développement personnel sont rentrées automatiquement en fait dans mon parcours d'indépendant. Et du coup, tes parents, ils étaient très penchés, développement personnel et cetera, mais ils ont jamais, par exemple, essayé de te faire méditer? Non, D'accord, pas du tout. OK. Et du coup, donc on va revenir à donc tu arrives à tes premières années, professionnelles, tu Ouais. retournes voir l'orthophoniste et du coup, elle te propose d'autres formes de méditation ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que parce que tout à l'heure tu me disais Alors que elle a entièrement changé sa méthode. d'accord, La méthode que j'avais moi et que je redécouvre n'est pas du tout la même. Il y a des d'accord. bases, mais elle n'est pas du tout la même. Et est-ce qu'il y Et a toujours un aspect méditatif ou pas du tout? oui, il y a toujours, mais OK. différent. Différent en Euh, quoi, du coup? je peux pas expliquer, je sais pas vraiment. Je peux pas expliquer. Je sais pas À quoi vraiment. ça ressemblait, par exemple, une séance? En fait, je pense que je le vivais autrement. D'accord. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pense aussi que d'avoir eu mon bac comme ça, en mode allez, c'est bon, j'ai tout eu, d'avoir eu mon diplôme major de promo, félicitations du jury, etc., m'a un peu positionné aussi dans un non, mais c'est bon, enfin, moi je vais tout réussir, donc allez vous faire foutre en fait. Et m'a aussi positionné, en fait, m'a donné ce côté positif, mais m'a aussi donné un côté un peu négatif qui est mais j'ai pas besoin de ça. Mmh. J'ai pas besoin de votre truc en fait. Allez vous Ouais, faire foutre. J'en ai pas besoin. un petit Et côté tu vois, genre, rebelle. ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais un côté rebelle qui est positif sur certains côtés, mais qui est très négatif sur d'autres en fait. OK. Et Pourquoi? qui va être Est-ce que tu essayes de dire que tu as rejeté un peu ce que te proposait ton orthophoniste, par exemple? Ou je pense, ouais. OK, Je pense aussi que tout ce que je lisais en développement personnel, je le ressentais aussi comme ça. d'accord, Et tu vois, j'essayais de faire des méditations, j'étais aussi un peu comme ça. d'accord. Est-ce que Et tu essayais d'en faire de ton côté ou tu en faisais toujours qu'avec, l'orthophoniste? non, je pense que j'en faisais aussi de mon côté. Qu'est-ce que tu as essayé, par exemple? Ah, je peux pas te dire, je sais pas vraiment. Mais en fait, cette prise de conscience, justement, je l'ai eue grâce à mes accouchements. OK, Et c'est vers là qu'on peut aller parce que ça permet de comprendre aussi cette période de ma vie, en fait, où ouais. j'ai essayé de me trouver. Alors, en fait, il y a un truc aussi dans la dyslexie c'est que les caps sont hyper. Et moi, personnellement, les changements de cap, les changements de vie sont hyper durs. Mmh. C'est des. C'est des caps et voilà, c'est passer d'un truc à l'autre, c'est super dur pour moi. Super, super dur. Et j'en suis énormément consciente aujourd'hui. Mmh. Un truc dont j'avais pas du tout conscience avant. Et je pense que passer de ce cap de euh, enfin, étudiant, etc., à vie professionnelle a été une catastrophe nucléaire, quoi. OK. Et c'est une période où j'étais en mode hyper rebelle. Alors je le vois comme ça aujourd'hui. Je pense pas que voilà, pour certains ça a plutôt été oh là là, elle est extraordinaire, elle est en train de tout faire, etc., c'est magique. Euh, alors que avec mon recul que j'ai aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça personnellement, tu vois. Plus en mode non mais c'est bon, moi je vais tout réussir, foutez-moi la paix, j'ai pas besoin de vos trucs, je vais Bah, tout faire toute seule et tout de ce réussir toute seule. de ce que tu es en train de me raconter, on dirait qu'à la fois, tu étais en train de te sentir pousser des ailes, de grandir une confiance et tout ça, et qu'en même temps, tu te prenais toute une série de portes dans la figure. Donc forcément, C'est ça. c'est Voilà. Et je pense que ça aurait été mieux d'être mieux aidée, même si je suis allée chercher de l'aide chez beaucoup de personnes.
je ne l'entendais pas du tout, en fait. D'accord. Et du coup, c'est Euh, la maternité qui t'a... Qu'est-ce qui s'est passé? alors, Et combien de temps après, du coup, ton arrivée dans la vie professionnelle, est-ce que, est-ce que ça s'est passé? 2013, et j'ai accouché en 2018. Donc je me suis mariée... Ah non, j'ai accouché en 2017, pardon. D'accord. Fin 2017. J'ai accouché en fin 2017. Je me suis mariée début 2017 et fin 2017, je suis tombée enceinte. J'ai accouché de Lys. Ok. L'accouchement de Lys a été très compliqué. J'ai eu un déclenchement et une césarienne en urgence. Et le post-accouchement a été ultra dur parce qu'on m'a déclaré une hypoplasie mammaire, qui est en fait le fait que je n'ai pas toute ma glande mammaire et donc je n'ai pas assez de lait pour allaiter, Ok. à moins de tirer son lait H24, 7 jours sur 7, euh, pour produire en fait le minimum qu'on devrait faire. Sachant que, alors, j'avais la chance d'avoir... Alors, je sais pas si c'est une chance, mais j'avais cette notion aussi de médecine alternative, etc. et tout ça. Donc, je savais qu'on pouvait accoucher autrement que juste à l'hôpital. Mhm. J'avais une envie d'accouchement à la maison qui n'a pas eu lieu, entre autres parce que mon mari, c'était hors de question. D'accord. Mais donc, j'avais un suivi avec une sage-femme, ce qu'on appelle dans le jargon un suivi global en plateau technique. En gros, tu as une sage-femme qui est dédiée, qui vient à l'hôpital pour toi, mais dans le cadre de l'hôpital. Mais en gros, tu as tous les avantages de la maison avec les avantages de l'hôpital. Mais t'as pas le changement de garde qui existe, etc. Parce que c'est ta sage-femme qui est là, qui t'a suivi avant et qui t'emmène à la maternité et avec qui t'accouches, etc. Et tout ça. Donc, j'avais toutes ces notions-là, en fait. Je savais que ça existait. Et tout ça. J'ai fait beaucoup d'acupuncture pendant ma grossesse. J'ai fait beaucoup de sophrologie, etc. Comment t'en es arrivée à faire de la sophrologie pendant ta grossesse? Parce que c'était ce qui... Alors, j'en ai pas vraiment fait pendant ma première grossesse. Ouais. Mais c'est... Voilà, ma sage-femme était un peu formée à ça, donc je faisais un D'accord. peu avec elle. Et ça ressemblait à quoi? En fait, c'est là que c'est compliqué. C'est Ouais. que j'ai fait plein de choses pour justement essayer de rentrer dans ce mode méditatif. Ok. Mais il y a une notion qui est super importante dans la méditation et dans les accouchements, c'est cette notion de lâcher prise. D'accord. Et cette notion-là, elle était à 10 000 lieues de moi, en fait. Mhm. De dire que, vu que j'étais dans une notion, non mais c'est bon, allez vous faire foutre, moi je vais tout réussir, c'était, j'ai pas besoin de se lâcher prise. D'accord. Voilà, je vais tout contrôler et tout va marcher. Et c'est simple, il y a deux choses que je veux pas. Je veux pas une césarienne et je veux pas donner un biberon. Tout le reste, je m'en fous. Mais je veux pas ces deux trucs. Et ça sera comme ça et pas autrement. Et celui qui me dira tu partiras en césarienne, il ira se faire foutre. Voilà. Hein. Juste, c'était ma mentalité. Mhm. Et tu vois, j'en ai reparlé avec une de mes copines que j'apprécie énormément récemment. Et elle m'a dit, mais tu sais, moi j'arrêtais pas de te dire, Camille, calme-toi. Mais t'écoutais pas. T'écoutais pas. Et en fait, c'est mon recul d'aujourd'hui, tu vois, qui me fait dire ça, qui me fait dire que j'ai essayé plein de choses, j'avais tout en main pour que ça se passe bien, mais vu que cette notion de lâcher prise était à 10 000 lieues de moi, mais je pense qu'elle était aussi à 10 000 lieues de moi, parce que si je lâchais prise, je me prenais dans la tête enfin voilà, mais allez corriger vos mails, je me Mhm. prenais tout ça dans la tronche. Donc j'avais un mur qui était là, qui était non, ça ne En fait, m'arrivera pas. t'avais une grosse carapace de protection finalement. Ben énorme. Alors que je pensais en fait avoir tout guéri entre guillemets Ouais. avec
le passage, voilà, avec tout ça. Mais en fait, en grandissant, etc., voilà, je pensais faire de la méditation, mais clairement aujourd'hui, non, j'en faisais pas. Hein, parce que le mot lâcher prise n'existait pas. C'est quoi ta définition du lâcher prise? Alors, c'était quoi ou c'est quoi aujourd'hui? Les deux. À la limite, c'est très intéressant d'avoir les deux. Et puis on verra après comment t'es passé de l'un à l'autre. Alors, je pense que à l'époque, le lâcher prise, c'était voilà. Juste le fait de souffler, c'est ça, de faire une pause? Et aujourd'hui, le lâcher prise, c'est accepter. Ouais. C'est accepter que tout n'est pas, que tout n'est pas. Ouais. Que tout n'est pas comme on voudrait ou... Non, juste que tout n'est pas. Peut-être pas comme on voudrait, peut-être pas comme ça devrait fonctionner, peut-être pas comme il faut que ça fonctionne, peut-être pas, que c'est, tout simplement. D'accord. Ouais, pour moi, le lâcher prise, c'est le moment où c'est. Simplement et justement et équilibrement. C'est. Voilà. Et ça, c'est un lâcher prise pur et simple Et du coup, ça veut dire arrêter de contrôler ce que tu peux pas contrôler aussi, c'est ça? oui, oui, même si c'est beaucoup plus grand, mais arrêter de contrôler en fait partie. Arrêter de contrôler en fait partie, arrêter de réfléchir en fait partie, faire confiance en fait partie. Et du coup, comment t'as réappris à faire confiance? Parce qu'il y a quelques minutes, tu nous disais que en grandissant, tu faisais plus confiance et que t'étais justement dans cette méfiance un peu. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené vers cette autre définition du lâcher prise? Est-ce que c'est justement J'ai de eu d'oser 3 faire enfants. Oui. Alors, j'ai eu l'accouchement de Lise, un postpartum, catastrophique. Ouais. Hem, Alors attends, juste on va revenir sur, la sage-femme qui te faisait un peu de sophrologie. C'était ouais, quel type de sophrologie? Parce qu'il y a plein de styles de sophrologie différentes. Est-ce que c'était basé sur le corps? Est-ce que c'était basé sur, aller chercher du en positif? fait, je peux pas te répondre parce que, j'ai pas de souvenir de ça vraiment. D'accord, Mais je pense que c'était plus oui, pense, voilà, pense au fait que ça en fait, je peux pas te répondre parce que on m'a dit énormément de choses pendant cette grossesse et je pense que la seule chose que j'entendais, c'était: «Quand tu vas accoucher, tu vas découvrir une nouvelle vie, c'est extraordinaire, ça va être magique» et cetera. C'est la d'accord. seule chose qui rentrait dans mon cerveau et c'est là où je peux pas te répondre du tout parce que je pense que j'ai essayé plein de choses et je me souviens qu'on me disait: «Lâche prise, lâche prise», Et que ça mais voulait rien que dire, ça ne voulait rien dire du tout. Et tu vois, pour savoir, ma sage-femme m'a dit donc j'ai dépassé mon terme et le jour de mon terme, elle nous a reçus avec mon mari et elle m'a dit: «Camille, je peux pas t'expliquer, mais pour moi, cette grossesse finira en césarienne. Je te prépare, mais ça finira en césarienne» et je pense qu'aujourd'hui, elle a vu des choses physiologiques qui voulaient dire ça, mais que ces choses physiologiques étaient liées au fait que j'étais un mur en béton, quoi. En fait, j'ai fini en césarienne en urgence parce que malgré un déclenchement sous ocytocine en perfusion, mon col n'était même pas ouvert à 1, ah ouais, pas ouvert à 1. Donc j'étais tellement fermée, cloisonnée, vissée, tout ce que tu veux, psychologiquement, que je ne pouvais pas accoucher, en fait. C'était pas possible. Et ça, c'est le recul que j'ai aujourd'hui, hein. C'était pas du tout sur le coup, je voyais pas du tout ça, hein. Mais clairement, je ne pouvais pas accoucher. C'était pas possible. Ça pouvait pas fonctionner. mmh. Et du coup, de grossesse en grossesse, il y a eu d'autres expériences de Oui. méditation, sophrologie et cetera, c'est ça? Ensuite, je suis tombée enceinte
en 2019, Ouais. en octobre 2019. Je suis tombée enceinte, le jour où on a pris la décision de quitter Paris et où on a pris la décision qu'on emménage à Caen, en Normandie. Et là, on a déménagé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que les changements de vie, etc., étaient compliqués pour moi. Oui. On a déménagé, on a quitté Paris, la ville dans laquelle j'ai grandi, que j'aime comme pas possible, etc., pour emménager dans une ville de province où je ne connaissais personne. Et je sais pas ce qui s'est passé en 2020, mais voilà, je vous laisse voir la suite. Mais voilà, on s'est tapé un confinement 2 mois après avoir emménagé, quoi. Mmh. Et en gros, mon mari est rentré un jour, j'étais tremblante, enceinte de 5 mois, blottie dans un coin, à trembler et Ouais. enfin voilà quoi. Ça clairement, c'est parce que, bah, vous comprenez, je suis tellement forte que bon, passer un postpartum sans aller voir quelqu'un, c'est quand même très pratique. Oui. Voilà, être en dépression du postpartum et dire: «Non mais c'est bon, ça va, tout va bien!» Donc t'étais en postpartum de ta première grossesse Alors en et fait, t'étais en train de vivre la deuxième. non, en fait, ma dépression du postpartum, je l'ai on va dire, je suis allée voir quelqu'un parce que ma sage-femme m'a dit: «Tu vas voir Ouais. quelqu'un parce que je te laisse pas comme ça». Sauf que OK. je suis allée voir quelqu'un, 3 fois. Quand tu dis quelqu'un, c'est un Un psychologue? psychologue, oui, pardon. Je suis allée OK. voir un psychologue et puis voilà, c'était très bien. Une année après, donc l'été 2019, je suis retournée voir quelqu'un, Ouais. plutôt en thérapie, traumatique. Il m'a fait une thérapie comme ça. Et pareil, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 séances, 3 séances, trois Mmh. quatre séances. Puis ça allait, donc c'est bon, hein. Non mais je suis Mmh. costaud! Attends! J'ai pas besoin de toi! Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai été quand même hyper bien entourée. Sauf que non mais attends, mais je suis ultra costaud! Donc t'étais bien entourée, mais tu rejetais le bon entourage Bah quelque part. oui, bien Mmh. sûr. Bon, là, j'étais vraiment au fond du trou. Ouais. Donc là, on est en plein pendant ta deuxième grossesse, c'est ça? Je suis en plein dans ma deuxième grossesse, on est en plein confinement. Ouais. Et donc ton mari te retrouve tremblante dans un coin. Ouais, voilà. Alors bon, déjà, on a déménagé, je suis pleine d'hormones, je suis terrifiée par le post-accouchement. C'est-à-dire Ouais. que l'après-grossesse me terrifie. Il y a pas d'autre mot, hein. Mmh. Il me terrifie complètement. On ne sait pas ce qui va se passer. Mon mari était censé ouvrir une cave bar brasserie la semaine du confinement. Ça n'existe plus. Enfin, c'est pas que ça n'existe plus, mais c'est en arrêt total, quoi, tu vois. Mon business ne va pas du tout bien parce que j'ai déménagé et parce qu'il y a un Covid. Ça fait beaucoup, quoi. Oui. Et tout ça, etc. Bon, je vois une psy spécialisée dans la grossesse, etc. Je la vois pratiquement toutes les semaines. Donc, j'ai une chance assez folle, c'est d'arriver à trouver quelqu'un pendant le confinement et tout ça, etc. Et surtout d'arriver à trouver quelqu'un avec qui le courant passe bien, parce que ça aussi, c'est une Ouais, sacrée alors paire de ça, manches. c'est une autre histoire. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre. Mais bon, c'était ça ou rien. Et de toute manière, là, Mmh. il fallait qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y avait une deadline qui était Ouais. que j'accouchais. Et que là, clairement, s'il se passait pas un truc, c'était pas possible, que j'allais pas accoucher, en fait. Ouais. C'est la prise de conscience de ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je lâche prise, quoi. C'est la prise de conscience de, si je lâche pas prise, je vais retourner en césarienne et je veux pas ça. Ouais. Et là, j'ai compris que lâcher prise, c'était pas juste respirer. Mmh. Et c'est là que, donc en fait, quand t'es enceinte, tu fais des préparations à l'accouchement. D'accord. Et c'est là où ma sage-femme m'a dit, bon alors la préparation à l'accouchement, où je t'explique comment tu pars à la maternité et tout ça, on s'en fout. Tu vas aller faire une préparation avec une de mes amies qui est spécialisée en sophrologie, qui est sage-femme et sophrologue.
et tu vas faire toute ta préparation avec elle. Donc pendant 1 mois, je l'ai vue 1 à 2 fois par semaine. Le mois avant d'accoucher à peu près. Je pense que c'était au 7e mois. Et là, on a fait des méditations, alors méditation sophrologie guidée, où en fait elle me faisait visualiser l'accouchement et visualiser le fait que si je repartais en césarienne, c'était pas grave. Et j'ai pas travaillé sur l'accouchement dont je rêvais, qui est un accouchement sans péridurale, naturellement, etc. J'ai travaillé sur le fait que ce n'était pas grave. Ok. Voilà, je lâchais prise. Et la seule chose qui devait arriver, c'est que ça sorte. Quelle que soit la façon, et quelle que soit la façon, je devais l'accepter. Donc j'ai travaillé sur ça en sophrologie. Ok. Donc elle m'a fait visualiser les vagues de l'accouchement, et elle m'a fait visualiser des choses qui ne pourraient pas bien se passer. Donc elle m'a fait visualiser le fait que j'avais une péridurale et que ça se passerait bien et que tout irait et que voilà. Et en fait, à chaque fois, on arrivait sur la fin où j'avais mon bébé dans les bras et que tout allait. Elle me faisait visualiser le fait que je partais en césarienne en urgence, que machin, que truc, que bidule et tout ça, et que j'avais mon bébé à la fin. Et que tout allait bien et que tout se passait bien après, quoi. Et elle m'a fait aussi visualiser l'après. Voilà, j'étais là, tout se passe bien. L'allaitement, c'est compliqué, mais on sait quoi faire, etc. J'avais vu ma conseillère en lactation qui m'avait aidée pour Lise après. Et j'avais vu avec elle tout ce que je pouvais mettre en place avant, etc. Et pareil, elle me dit sans arrêt, mais tout va bien se passer et ça va aller. Et si ça se passe pas bien, je suis là. Tu m'appelles n'importe quelle heure. Tu m'appelles, je suis là. On va fonctionner comme ça. Et en fait, et là, en fait, d'un seul coup, j'ai fait OK, je refais confiance et je lâche prise. C'est dans ces démarches-là où j'ai commencé à comprendre que lâcher prise, c'était aussi faire confiance et aussi arrêter de dire que je pouvais tout faire seule. Et que je pouvais tout gérer seule et tout ça, etc. Et donc là, je me suis remis à comprendre, etc. Et j'ai eu un accouchement par voie basse avec péridurale. Mais j'ai fait confiance pour la péridurale, ce qui veut dire que, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais très bien pu ne pas l'avoir. D'accord. La péridurale. Mais voilà, il y avait du monde qui était là. Il me disait que là, clairement, ça devenait long. Enfin, ça faisait quand même 48 heures que j'étais en travail. Enfin, j'ai accouché 48 heures, donc ça faisait un peu plus de 24 heures quand on m'a mis la péridurale, tu vois. Ok. Ça faisait voilà, plus de 24 heures que j'avais des contractions quand même costauds. Que en plus j'étais sous monito, que ça marchait pas le monito. Alors je crois que je suis maudite avec le monito parce que les monitos ne marchent pas sur mon corps. Et tout ça, et puis tu vois, j'écoutais, en fait, j'avais enregistré les audios qu'elle m'avait fait, donc j'avais les audios en tête et je les écoutais, etc. Et tu vois, souvent jusqu'à la fin de ma grossesse, il y a des moments où je contrôlais plus rien, où je sentais que je me remettais à trembler. Et ben, je me souviens, je disais à mon mari, je m'en allais en fait complet et j'allais me mettre. En fait, on a un duplex, donc j'allais me mettre à l'étage et je me remettais les audios et je me et j'essaie de refaire descendre la pression et tout ça pour me dire que voilà, cet après était possible en fait. C'est hyper beau. Et je me souviens souvent ça ça montait et paf, je me remettais, voilà, je remettais les audios de sophro qu'elle m'avait donné et je me remettais et j'écoutais et je refaisais les visualisations et je me remettais voilà dans les visualisations, dans les vagues dont elle parlait, dans tout ça et je me replongeais là-dedans en fait et ça revenait et puis et je repartais dans ma vie quoi. Mais c'est vraiment la prise de conscience que je devais lâcher prise pour que ça fonctionne. Sinon elle ne sortirait pas ou elle ne sortirait que d'une seule façon, c'était en césarienne et je voulais pas. Oui. Alors est-ce que je voulais pas parce que j'ai une histoire familiale qui fait que je suis née par césarienne.
bref, c'est pas le sujet, donc voilà. Ouais. Est-ce que je voulais pas parce que je voulais un voix basse, parce que il y a ce truc qui dit que t'es une femme, t'es faite pour accoucher, donc t'es faite pour que ça sorte entre tes jambes, quoi. Je Et que si moi j'avais pas réussi, c'est que j'étais peut-être pas une femme ou que j'étais peut-être pas, voilà quoi. Je sais pas. Après ça, chacune sa perception, hein. Si Voilà. s'il y a d'autres personnes qui, par exemple, comme moi, ne souhaitent pas d'enfants pour diverses raisons ou qui Ah peuvent pas oui, en avoir ou quoi, ça fait pas pour autant de vous, moins une femme qu'une autre, donc et voilà. complètement. Et c'est et c'est Mmh. et c'est là où moi j'avais aussi tous ces regards. Et tu vois, tu parles de femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Je crois que je comprends d'autant plus aujourd'hui qu'avant ces femmes qui Mmh. ne veulent pas avoir d'enfants. Euh, je comprends d'autant plus aussi parce que j'ai vécu des 3 accouchements complètement différents et que je comprends mieux ce que c'est d'être une femme et je comprends mieux ce que c'est d'être une mère et je comprends cette ambivalence entre les 2 et je comprends qu'on ne peut ne pas avoir envie d'appartenir à l'un ou d'appartenir à l'autre, quoi. Mmh. Hem, Bah, du coup, juste pour clore le sujet, si vous avez envie enfin, d'écouter quelque chose en rapport avec le fait de ne pas vouloir d'enfant, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je la mettrai peut-être également dans la description du podcast. Mais voilà. Et du coup, donc, le postpartum de cette deuxième grossesse a été mieux géré grâce à tout ça, c'est ça? oui, ah complètement. Mmh. Donc j'ai eu un accouchement par voie basse avec péridurale, après 48 heures de travail. Hem, un postpartum, simple, ni merveilleux comme on pourrait, l'entendre parfois, ni, catastrophique comme mais simple. D'accord. Et du coup, qui s'est fait grâce à de la sophro, est-ce que tu t'es de nouveau allée vers un accompagnement psychologique à ce moment-là ou? Oui, j'étais toujours suivie par ma psy. OK. J'ai été suivie jusqu'aux 6 mois, d'EDA, ma deuxième. Donc plus, sur un accompagnement psychologique qu'un accompagnement, de méditation, Ouais. mais avec un accompagnement psychologique qui me permettait de pouvoir être sereine, et donc de pouvoir avoir des moments où je pouvais être au calme, dans ma tête, en fait, Mmh. et donc d'être dans une forme de méditation. OK. Ce Hem, qui, j'imagine, est vraiment précieux quand on est maman et qu'on se retrouve à avoir très peu de temps pour soi oui. et très peu de calme. Du coup, je suis tombée enceinte de la numéro 3 en août 2021. Oui. Et là où je suis arrivée, chez ma sage-femme pour la préparation à l'accouchement, alors là, je suis retournée avec un accouchement en suivi global, auquel je n'avais pas le droit pour EDA parce que j'avais un antécédent de césarienne. D'accord. Donc là, vu que j'avais un voix basse, dans mes antécédents, je pouvais retourner vers un accouchement de suivi global. Donc avec ma sage-femme qui m'avait suivie pour EDA, qui elle fait des suivis globales. Et donc là, elle m'a suivie, etc. Et j'y suis allée vraiment avec un il arrivera ce qu'il arrivera. Mais j'aimerais ça. Si ça se produit pas, ça se produit pas, on s'en fiche. Mais dans l'idéal, c'est ça. Et où j'ai été formée par une de ses collègues, pas elle, mais une de ses collègues, à l'hypnose, OK. à l'auto-hypnose, etc. Donc ça, c'était ma première vraie rencontre avec l'auto-hypnose. OK. Et comment ça s'est passé? Alors, on a fait des premières consultes où voilà, elle m'emmenait en me guidant et en m'expliquant, en me guidant, comment je pouvais m'auto-emmener moi-même, en fait. Mmh. Donc, les premières, vraiment en mode allez, je vais dans cet univers et j'y vais à
100%, en lâchant tout, sans exception. Mmh. Quand même, il y a eu du chemin, hein, depuis le premier accouchement. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a eu aussi du chemin professionnel, il y a eu plein de choses qui se sont transformées, enfin, Oui. voilà, il y a eu plein d'autres choses qui font que... parce qu'il n'y a pas que dans la maternité que j'ai transformé tout ça, il y a aussi dans mon milieu professionnel, il y a aussi ma relation avec mon mari, enfin, il y a tout plein de choses qui se sont transformées, donc voilà, je suis vraiment allée en mode, bah vas-y, allez-y, on y va, tout va bien. Une Voilà. Camille transformée. Et les premières fois, bah voilà, j'arrivais à me lancer dedans, mais j'avais toujours un petit truc dans mon cerveau qui... Bon, alors en fait, elle me faisait m'emmener dans un lieu que j'aimais particulièrement. Donc elle m'avait demandé d'essayer de trouver un lieu qui me parle, dans lequel je me sens bien, etc. Alors j'avais trouvé un lieu qui est un endroit en France que j'aime bien, enfin voilà, dans lequel j'ai grandi, etc. Mmh. Donc elle m'emmenait dans cet endroit, elle me faisait ressentir, voilà, donc c'est sur une falaise, donc c'est, voilà, elle me faisait sentir, les odeurs, donc il y a cette odeur de pain parce qu'il y a beaucoup de pain, il y a la pierre qui est chaude parce qu'elle est au soleil toute la journée, il y a le vent, il y a les bruits de vaches parce qu'il y a des champs de vaches en dessous, voilà, donc elle me faisait m'emmener dans ce lieu-là, et voilà, et faire ressentir ce lieu, etc. et tout ça. Et donc on a fait ça 2-3 fois, où à chaque fois on revenait dans ce lieu-là et tout ça, etc. Et il nous restait une consultation, et puis il y avait mon terme. Et en fait, entre notre avant-dernière consultation et la dernière consultation, j'ai eu ce qu'on appelle une fausse alerte. Dans le jargon, en gros, j'ai commencé à avoir des maxi-contractions, et donc clairement, je pensais qu'on était prêt à partir. Sachant que là, c'était 2 semaines avant mon terme, chose qui me faisait hyper bizarre parce que pour les 2 premières, j'ai dépassé mon terme. Ok. Donc j'étais là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et tout ça, etc. Et là, donc en fait, quand j'ai commencé à avoir les contractions, pour commencer à arriver à gérer les contractions, etc., alors il y a 2 choses différentes. Il y a gérer les contractions et arriver à faire en sorte que les contractions soient efficaces. Qui sont 2 notions complètement différentes. Et ça, c'est aussi un apprentissage de ma dernière grossesse. C'est que ça sert à rien de gérer les contractions. Les contractions, notre corps, il est fait pour les gérer. Mais par contre, prendre conscience physiquement et cérébralement et avec son aura et tout ça, de la contraction et de l'efficacité de cette contraction, c'est encore autre chose. Et c'est l'apprentissage aussi de cette voilà, de l'auto-hypnose, d'aller plus loin aussi dans les compréhensions de l'accouchement, etc. et tout ça, qui m'a fait prendre conscience de ça. On ne gère pas une contraction, on la vit. Et Un peu comme les émotions finalement. mais exactement, en fait, comme les émotions, comme le lâcher prise, comme tout ça. Ouais. Et le fait de sortir le mot que je devais gérer les contractions a fait aussi une différence, en fait. Ouais. Et donc, là, j'ai commencé à me dire, bon allez, vas-y, je vais sur ma falaise, la vague monte, allez, je suis sur ma falaise. Et en fait, à chaque fois, j'allais sur ma falaise, et à chaque fois, il y avait des fleurs qui apparaissaient. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, non, attends, la falaise, va te faire foutre. Je suis dans un champ de fleurs. Et je me suis mis dans un champ de fleurs. Et là, cette petite voix qui était là, elle n'était plus là. Donc c'est là où en fait, la vision de cette visualisation, elle m'est apparue pendant ces premières contractions que j'ai eues, en fait. Pendant la fausse alerte, c'est ça? Oui, pendant la fausse alerte. Et au lieu de me dire, non, 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 on m'a dit qu'il fallait... Non, je l'ai laissée venir, en fait, elle est venue à moi, donc j'ai fait, bah vas-y, allez, ok, vas-y, viens. Pour la petite anecdote que vous comprendrez à la fin, il faut savoir qu'on ne connaissait pas le sexe de l'enfant, et que si c'était une fille, elle devait s'appeler Marguerite. D'accord. Voilà, je vous laisse deviner le champ de fleurs. Et c'est une petite Marguerite qu'on a eue. C'est tellement chou.
Et donc, voilà, je visualise ce champ de fleurs, j'ai des contractions. Ma sage-femme vient, elle me dit: «Ouais, tu le col qui commence à s'ouvrir». Bon, chaque contraction, j'accueille et dans ma tête, voilà, je ne suis plus juste sereine avec l'accouchement, je suis bien dans un lieu, je suis correcte. Non, non. À chaque contraction que j'ai, je prends une fleur et je la fais éclore. Oh. Et donc, je suis dans mon champ. Alors, je vais essayer de vous visualiser, enfin, vous expliquer sans vous dessiner. Mais en gros, voilà, à chaque fois que j'avais une contraction, j'étais assise au milieu de mon champ de fleurs. Et je prenais les fleurs de droite à gauche et je les faisais éclore. Et plus j'avais des contractions, plus j'avançais dans mon droite à gauche, en fait. Bon, il se trouve que les contractions s'apaisent, diminuent, etc. Euh, donc c'est une fausse alerte. Mais j'ai eu cette visualisation de la... Je suis vraiment rentrée en auto-hypnose, en fait. Et du moment où j'ai eu ma fausse alerte jusqu'à mon accouchement, à J+5 de mon terme, à chaque fois que j'avais une contraction, alors il y a plusieurs contractions, il y a les contractions que tu sens, qui sont là, mais tu peux continuer à parler. Et il y a les contractions qui sont des contractions où tu peux plus parler. Et ça, c'est des contractions qui sont actives. Et soit tu les gères en accueillant l'ocytocine que ça crée et en les faisant travailler, etc. et tout ça, soit tu... j'ai une contraction et tu contractes tout et elle n'est pas efficace. Alors, à chaque fois que, quoi qu'il arrivait dans n'importe quelle situation pendant ces 2 semaines, à chaque fois que j'avais une micro-contraction, même celle où je peux continuer à parler, pouf, j'oubliais tout le reste, mais que je sois en plein milieu de la rue, n'importe où, partout, je me mettais en auto-hypnose. Et je pouvais, en fait, continuer à faire ce que j'étais en train de faire et être intégralement en auto-hypnose dans mon champ de fleurs, en train de vivre ma contraction. Waouh. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et c'était un truc que je n'avais jamais vécu, en fait. Et arrive mon accouchement, donc je dépasse le terme. Alors, au fond de moi, j'étais là. C'est pas grave. Alors, faut savoir que quand on dépasse le terme, on a rendez-vous à la maternité, on nous fait un monito, on regarde où ça en est, machin, etc. On regarde si tout va bien, et c'est ça tous les jours. D'accord. Tous les jours, tu retournes à la maternité, tous les jours, on regarde, tous les jours, on et tous les jours, on te renvoie chez toi, et tout ça. Et puis tout le monde te dit ah oui, mais ça se produit mieux la nuit. Et le matin, quand tu te lèves et que t'as dépassé le terme, et tu fais oh, c'est pas arrivé cette nuit. En fait, le dépassage de terme, t'as une vraie pression qui arrive. Et moi, j'avais une pression d'autant plus, c'est que si j'étais déclenchée, j'avais pas le droit au plateau technique. Donc, j'avais pas le droit à ma sage-femme avec moi. Et Ok. je re-rentrais dans un parcours normal d'accouchement, en fait. Et je repartais avec un déclenchement, et tout ça, etc. Et j'avais pas envie de ça. Mais c'est pas grave. J'ai encore le temps, j'ai pas besoin de m'angoisser avec tout ça. J'ai jusqu'au 6e jour, au matin, voilà, le 6e jour. Et puis alors, je me souviens, le premier jour où j'arrive, elle me dit bon, je vous donne un rendez-vous demain, mais par contre, je vous donne quand même votre rendez-vous, je vous donne quand même tous vos rendez-vous chaque jour jusqu'à J+6, et J+6, et vous serez déclenché, machin, etc. et tout ça. Et quand j'étais là. Oui, oui, si ça se passe, ça se passera. Mais ça sera pas ça. Et en fait, j'étais pas en mode comme à mon premier accouchement, où quand on m'a dit il y a des chances que ça parte en césarienne, je fais ouais, c'est ça. Allez, va dire même pas en rêve. J'étais pas comme ça. J'étais vraiment si ça se passe, ça se passera. Et c'est pas facile. Oui, c'est pas facile.
Oui, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Et j'étais en mode focus. Ça va bien se passer, tout va aller, et tout va être bien, et on va y aller, et ça sera carré. Enfin, ça sera pas carré, mais ça sera comme il faut que ça soit, quoi. Mm. La nuit entre J+5 et J+6, j'ai commencé à avoir des grosses contractions, etc. Et là, bon, donc voilà, je retourne dans mon champ de fleurs, machin. Au bout d'un moment, je vais prendre un bain, je suis dans mon champ de fleurs. Les contractions ont commencé vers 3h du mat, et à 6h du matin, je fais André appelle la sage-femme. Donc il appelle ma sage-femme, elle vient à la maison. Les avantages aussi du plateau technique, alors toutes les sages-femmes du plateau technique le font pas, mais moi je suis pas allée à l'hôpital pour qu'on me dise bah c'est bon, le travail est vraiment en route, quoi. Oui, Non, il y a ma sage-femme qui est venue à la maison et qui a regardé, et c'est elle qui a dit on part à la maternité, quoi. ok. Et ça, c'est. Mais un kiff, mais. Il n'y a pas de mots, quoi. Euh, Et donc, champ de fleurs. Et donc, ma sage-femme était au courant de ça, parce qu'on en avait parlé, je lui avais décrit, en fait, ce que j'avais vécu. Et mon mari aussi était au courant. Et donc, à chaque fois que j'avais une contraction qui arrivait, tous les deux, ils étaient là, champ de fleurs. Paf, je me remettais dedans, et je me mettais dans mon champ de fleurs, et tout ça, etc. Bon, il y a tout le déroulé de l'accouchement qui se passe, on part à la maternité, je vous retire tous les trucs qui se passent, etc. Les petites anecdotes rigolotes qui fait que j'ai failli faire flipper le gars, le vigile de la maternité, parce que j'ai eu une maxi contraction au moment où je suis rentrée. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais dans les salles d'attente, il y a des fauteuils. Ouais. Et en fait, je m'accroche sur le fauteuil pour avoir la contraction, et je pensais que le fauteuil était attaché au sol. Et en fait, je m'appuie dessus de tout mon poids, et en fait, je m'écroule sur le ventre dans la salle d'attente de la maternité. Et Wow. donc, en fait, c'est là, en fait, c'est là où je trouve ça, enfin, c'est là où en fait, l'auto-hypnose est extraordinaire. C'est que je me suis écroulée par terre à même le ventre en plein milieu dans la salle d'attente. Autour de moi, tout le monde a flippé, mais moi, je vivais ma contraction. Et je n'ai rien senti. Je veux dire que c'est après, mon mari m'a raconté, il m'a fait, mais le vigile, il a eu la peur de sa vie, quoi. Il a cru que le bébé allait sortir là. Et en fait, non, il était pas là. Le hurlement du vigile, je l'ai pas entendu. Mon mari qui a flippé de me voir tomber sur le ventre, je ne l'ai pas vu. J'ai juste, voilà, j'avais ma contraction qui était là, je la vivais, et on continue. Et tout ça, je l'ai pas vu, en fait. Ça Wow. n'existait pas. Et dans ma bulle, il y avait mon mari et ma sage-femme, c'est tout. Ensuite, on va en salle, on s'installe un peu, voilà, je reprends un bain, et tout ça, etc. La fin, je suis dilatée complet. On commence vraiment dans le cap ce qu'on appelle la délivrance. Et là, en fait, ma sage-femme n'arrive pas à capter le cœur du bébé, parce que, en gros, t'es sous monitoring, donc t'as des capteurs sur le ventre, pour ceux qui connaissent pas. Donc le Euh, fameux monitoring que tu disais qui marche jamais sur toi, c'est ça? c'est ça, exactement. T'as des capteurs sur le ventre qui captent le cœur du bébé ainsi que les mouvements, en fait. Enfin, ça capte deux choses différentes, en gros. Non, ça capte les contractions, pardon. Ça capte les contractions et le cœur du bébé. Voilà. Et voilà, en gros, le cœur diminuait énormément. Et donc, en gros, dans le protocole de l'entreprise, l'entreprise, l'hôpital, dans le protocole, absus révélateur, mais bon. Euh, En gros, quand ça. J'ai pas le protocole exact en tête, mais il y a un moment où ma sage-femme n'était plus légalement en droit de suivre mon accouchement, et ça devait être le CHU qui devait reprendre mon accouchement. D'accord. À ce moment-là,
est rentré dans la pièce un gynécologue de garde et 2 sages-femmes. Ouais. Donc on s'est retrouvés d'une bulle de 3 à 6 ou 7 personnes dans la pièce, quoi. Et moi, j'étais debout. Donc j'étais en train de vivre mes contractions debout. Et quand ça s'est produit, faut savoir, j'ai accouché 5-10 minutes après. Donc c'était très court comme temps, en fait. Et en fait, il venait me voir en me disant « Bonjour madame, je suis un truc un tel, je suis le gynécologue de garde, il y a un petit problème avec votre bébé, on va s'en occuper, machin, etc. » Tu crois que j'ai entendu ça? J'étais tellement dans ma bulle que je ne les ai même pas vus. Je les ai pas vus, je les ai pas entendus, ils ne m'ont pas gênée, rien du tout. Et en fait, André me racontait, mon mari, il me racontait, il me dit mais tu sais qu'en fait, ils t'ont demandé 3-4 fois de t'allonger et parce que en fait, bien sûr, dans le protocole, être debout, ça rentre pas dans leur protocole. Donc, j'ai été obligée de m'allonger sur le dos pour finir mon accouchement. Et en fait, ils m'ont demandé, apparemment, ils ont demandé 3-4 fois, Madame, est-ce que vous pouvez vous allonger, s'il vous plaît? Et en fait, il y a juste un moment où ma sage-femme, elle m'a dit, Camille, allonge-toi. Et là, j'ai fait, oui, d'accord. Et en fait, tout ce qu'il disait, je n'entendais pas. Et dès que ma sage-femme le répétait, je l'entendais et je le faisais. Du coup, ta sage-femme a pu rester pendant tout le... Oui, ils la font pas sortir, mais c'est plus elle qui est en légalité de gérer ce qui se passe, en fait. Ok. Je les entendais pas, et dès que ma sage-femme répétait, je faisais. Ok. Donc là, ils m'ont allongée. J'ai eu quelques secondes où j'ai pris conscience un peu de ce qui se passait. Tu vois, j'ai un souvenir de « Oh là !» et tout ça. Et là, je me souviens, il y a mon mari qui m'a fait « Camille, regarde-moi !» Et donc, je me souviens m'avoir branché sur son regard, tu vois. Et je me souviens de ma sage-femme qui m'a dit « Camille, maintenant, tu respires et tu m'éclates toutes les fleurs de ton champ de fleurs. Tu m'éclates tout. Il n'y a plus aucune fleur qui est en bourgeon. Tu m'éclates tout. » Et je me souviens que là, ça faisait quelques contractions. Je me souviens, c'était très dur, quoi. Il n'y avait pas de pause, rien du tout. Elle s'enchaînait. Il n'y avait rien. Tu vois, ça commençait vraiment. Ça commençait à être dur, quoi. Et je me souviens là, j'ai eu un calme complet. Je me souviens m'être mis dans mon champ de fleurs et je me souviens avoir tout regardé, mais vraiment. Alors voilà, je suis assise dans un champ de fleurs. J'ai éclore toute la partie droite. Là, on est à peu près dans ma tête, on est à peu près au milieu 3/4, quoi. Il reste tout plein de fleurs là vers ma gauche, tout bourgeonné, etc. Et je me souviens, je regarde tout le champ et là, je fais vraiment, quoi. J'explose l'intégralité des fleurs, quoi. Et là, j'ai la contraction en même temps. Et là, ma fille sort en même pas 2 contractions. Waouh. Et tout ça, les yeux dans les yeux avec mon mari, avec tout ce champ de fleurs qui explose autour de moi. Et en 2 contractions, elle est dehors, quoi. Avec cette explosion que j'ai en même temps. Et en fait, c'est vraiment, je me souviens d'un calme hallucinant qui se passe d'un seul coup en moi, où il n'y avait plus rien du tout, plus aucune sensation, plus rien, et où je regarde ce champ de fleurs et où j'ai un comme ça, et en 2 contractions, elle sort avec ma sage-femme qui la prend, qui me la pose dessus, et où les autres ne sont pas là. Ils ne sont pas là, du tout. Alors qu'ils sont là, que potentiellement c'est la merde, et que potentiellement bébé a un problème, quoi. Mais il y a rien du tout,
Il y avait juste, voilà, ces fleurs qui explosent. Et entre ma sage-femme qui m'a dit, maintenant tu fais tout exploser, Camille. Allez, explose ça. Et mon mari qui me dit, tu me regardes, il n'y a rien d'autre. Et bah, pouf. Et elle est sortie en 2 contractions, trop bien, aucune déchirure, rien du tout. Pas un acte médical, pas un, Waouh. rien. Et elle était en pleine santé aussi. Oui, alors ils l'ont quand même emmenée pour regarder parce que protocole oblige, mais il y avait rien quoi. Et c'était un bébé hyper serein. Enfin, j'ai jamais eu un bébé qui pleurait aussi peu après la naissance, aussi serein, qui t'était aussi bien. Euh, j'ai eu des jours après la naissance, mais magiques. Donc c'est possible. J'y croyais pas. Mais magique, enfin pas de mots quoi. Un, un allaitement qui est très compliqué à mettre en place, que j'ai réussi à mettre en place hyper facilement. Et du coup, le postpartum de cette grossesse-là? Alors les 40 jours, comme on les emploie, ces 40 jours ont été parfaits, enfin, très bien, serein. Après, voilà, j'ai vécu d'autres choses, mais Hmm. si clairement il y avait eu qu'elle, ça aurait été parfait. Mais voilà, mais j'ai 2 autres enfants, fallait gérer ces 2 autres enfants, j'ai un mari qui travaille, Oui. j'ai un métier qu'on peut lâcher sans lâcher à 100%. Hmm. Donc il y a eu tout ça qui faisait que ça a compliqué un peu les choses. Je dis pas le contraire. Oui. Mais si je devais parler uniquement de la grossesse et de ce postpartum, uniquement de elle à moi, il y avait rien. C'était magique, ça fonctionnait. C'était C'est simple. beau. C'était simple. C'était ni extraordinaire, ni catastrophique. Non, et puis ce champ de fleurs, enfin, ça me reste un souvenir qui est extraordinaire pour moi, quoi. Ouais, alors pour les personnes bah, évidemment qui nous écoutent en audio, sachez que pendant que Camille était en train de raconter toutes ces histoires de chants de fleurs, elle avait les yeux fermés, elle était à fond dans le moment, c'était trop beau quoi. Euh, et je pense que de toute façon vous l'avez ressenti aussi en l'écoutant, j'imagine que vous avez tout vu dans le détail aussi. Et, euh, et merci vraiment de nous partager ça. Et du coup, après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres instants de méditation? Je sais que par exemple, il me semble que tu me racontais que tu avais essayé de faire de la méditation avec tes filles. Oh, oui, mais oh, j'y arrive pas du tout. C'est pas grave, c'est ok. Ouais, De quelle façon t'as essayé? j'ai un... C'est pas de la méditation, c'est de la sophrologie que j'essaie de faire avec elle. Ouais. Avec Morphée. Ok, c'est les petits boîtiers, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils en ont un pour enfants. Ok. Ouais, avec ça. J'ai essayé pas mal ça. Mais ça me saoule. D'accord. Je sais, c'est pas bien. Mais, Ça leur parle pas? Non, mais tu sais, moi je trouve que c'est intéressant aussi dans le podcast de parler de ce qui marche moins c'est aussi. vrai que... Non, mais... Bah, c'est là où j'ai aussi un lâcher-prise à travailler, je pense. Mais où, tu vois, quand ils parlent en disant, bah voilà, vous vous allongez, vous respirez, etc. Et où, en fait, t'as l'enfant à côté qui est en train de sauter sur le lit. Euh, euh, et que, clairement, elle préfère faire complètement autre chose que d'écouter ça. Bon, bah, tu te dis, bon, c'était pas le moment. En fait, je pense que l'un des gros soucis avec les enfants, et c'est là où il y a un gros truc à travailler et un gros truc à faire, c'est que quand tu veux faire quelque chose mais que eux ne veulent pas le faire, bah faut s'adapter et transformer. Et parfois, eux ont envie de faire quelque chose et toi, t'as pas du tout envie de le faire. Oui. Et donc, voilà, pour le genre de méditation, bah c'est un peu complexe quand t'es pas en adéquation pour arriver à faire ça, mais que eux oui, et que quand t'es en adéquation pour faire ça, eux non. Et du coup, toi, en tant que maman, mais en tant aussi, par exemple, qu'artiste, est-ce que tu arrives à avoir des moments
toi-même où tu fais un peu de méditation? Est-ce que tu en as envie d'ailleurs et est-ce que tu l'appliques un petit peu ou pas tellement? Bah, c'est plus ça, voilà, que je te disais au début, aujourd'hui, quand je dessine, par exemple, je dessine de plus en plus sans rien, ni Ouais, musique, ni vidéo, ni audio, sans rien du tout. ouais, Et ça, c'est très nouveau dans ma pratique artistique. Très, très nouveau. Et parce que aussi, je me suis rendu compte que bah, ça me permettait de rentrer dans un mode de méditation. ouais. Donc ça, beaucoup plus. Aussi beaucoup plus parce que je dessine avec mes filles. Donc elles dessinent à côté de moi, donc je parle avec elles, en fait, quand je C'est dessine. trop mignon. Et elles dessinent avec moi. Donc en fait, c'est plus dans ces cas-là, en fait, on va dire, que... Voilà, c'est... Mais méditer avec un enfant, c'est peut-être simplement, au lieu de suivre des méditations écrites et suivies, c'est peut-être aussi simplement leur transmettre une chose que l'on aime et qui nous plaît et vivre ça avec eux. Par exemple, y en a qui adorent lire, et ben lire une histoire avec eux, c'est aussi une forme de méditation. Moi, ça va être dessiner. Je sais que leur lire des histoires, c'est indispensable pour moi et c'est un de mes gros trucs. Mais je leur lis des histoires tous les soirs. C'est chouette. Et c'est marrant parce que pour reparler de dyslexie, c'est plus facile de leur lire des histoires depuis que j'ai expliqué à ma grande que j'étais dyslexique et que lire c'était compliqué pour moi. Oh, Depuis que je leur ai expliqué ça, depuis que je lui ai expliqué ça, c'est beaucoup plus facile et elle m'écoute beaucoup plus malgré le fait que c'est lent. Parce que c'est lent, ma lecture est lente. c'est beau qu'elle l'ait accueilli comme ça. Waouh. Ouais, et en plus, elle a même pas dit. Elle a rien dit de particulier, elle a pas fait. Ouais. Ah, enfin voilà. Ah bon, comme les adultes pourraient faire. Ah bon, Ouais, alors, tu le vis comment? Voilà, elle a juste fait. Ah, d'accord. Enfin, voilà, quoi, c'est tout. j'adore. Donc voilà, et c'est vrai que parfois, quand elle est trop excitée à côté de ma lecture et qu'elle fait trop, elle bouge trop, etc. et tout ça, parce que c'est pas facile pour un enfant d'écouter une histoire qui est lente. C'est hyper Oui, dur, hein. C'est qui est lente et qui est aussi parce que parfois je bute sur un mot et donc je reprends la phrase depuis le début pour bien la lire parce que moi je ne sais plus où j'en suis, je comprends plus en fait. Donc c'est pas ouais. facile pour un enfant aussi de réécouter un truc qu'il a déjà entendu, que machin, que truc. Et ben je lui redis, je lui dis tu sais Lise, c'est compliqué pour maman de lire à cause de sa dyslexie, de ses voilà, elle a le cerveau qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et ben ah oui, puis d'un seul coup ça remarche. Ouais. Chez tes filles, pour l'instant, il n'y a pas de dyslexie ou quoi que ce soit? Ça se détecte à l'âge de 6-7 ans, donc Ah pour oui, le donc moment, tu sais pas encore, hein. Est-ce que tu peux me parler un peu des éléments qui font que parfois tu as envie de tout arrêter quand tu médites et de ce qui t'aide à t'accrocher à cette pratique? je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de m'asseoir et de méditer. Ouais. Tu vois, j'en aurais bien besoin en ce moment et c'est plus dur. Mmh. Et je pense que j'ai réussi à avoir ça parce que j'avais un objectif à ces méditations. Ouais. Et je pense que méditer pour méditer, c'est pas fait pour moi. Oui. Et si j'ai pas un objectif de rentrer dans un état particulier, et ben, je pense que j'y arrive pas, tu vois. Donc, d'où le fait que aujourd'hui j'y arrive pour dessiner, parce que je me suis rendu compte que mes dessins étaient plus vivants. C'est beau parce que en fait, en méditation, en yoga et tout ça, on parle souvent d'intention. L'intention, c'est un peu comme un objectif qui vient de façon instantanément, Mm. vraiment innée. Et c'est vrai que du coup, bah, enfin, quand on n'a pas d'intention, d'objectif derrière sa pratique, bah, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de s'y accrocher parce que c'est comme, enfin, pédaler dans le vide, quoi, ça sert à rien. Mm. Donc c'est hyper beau, donc Ouais. peut-être, Et je pense que ça, c'est important de prendre conscience de ça, que on a tendance à vouloir méditer parce qu'il faut méditer. ouais, le fameux «il faut». Et, et je pense que c'est important de, voilà,
Ouais, tu disais aller avec une intention ou avec un objectif, avec enfin, je sais pas, ça dépend, c'est tout chaque personne va mettre le mot dont il a besoin, quoi. Ouais. Mais méditer, parce qu'on nous a dit que ça nous ferait du bien, je suis pas sûre que c'est vraiment un sens. Mmh. Par contre, méditer pour avoir la réponse à une question. Méditer parce que, tu as envie d'être sereine pour accoucher. Méditer parce que tu veux que tes dessins aient plus de force ou donnent une meilleure intention et des choses comme ça. Bah là, ça a du sens et c'est peut-être des méditations moins conventionnelles, Ouais. mais plus fortes. D'ailleurs, du coup, je vais passer un peu à d'autres questions, mais du coup, un peu comme on demanderait à un voyageur quelles sont les prochaines destinations qu'il souhaite visiter, j'ai envie de te demander s'il y a des styles de méditation ou d'autres pratiques que tu aimerais explorer prochainement dans un futur proche ou lointain. Ouais, j'aimerais bien reprendre le tai chi. Ça fait Ouais. partie des trucs un peu qui me parlent. J'aimerais bien reprendre des notions plus corporelles de la méditation. Et qu'est-ce que ce serait l'intention derrière ces prochaines aventures méditatives? Mieux me sentir dans mon corps. Ouais, c'est chouette. Alors, on a fait toute une rétrospective de tout ton parcours et tout ça. Et du coup, juste en quelques mots, comment était la personne que tu étais avant de démarrer toutes ces expériences de méditation, d'hypnose, etc. C'est hyper dur de répondre parce que à chaque étape de vie, je l'ai commencé d'une certaine façon et je l'ai fini d'une autre, ce qui m'a Ouais, permis de passer à une autre étape. tout avant toutes ces étapes. J'étais juste un enfant Ouais. et aujourd'hui, je suis une adulte construite qui comprend sa vie mais j'étais juste une enfant qui était, blessée et Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à cet enfant que tu étais depuis ton regard d'adulte de maintenant? ah et ben, je pense que je ne lui dirai rien du tout Tu lui laisserais découvrir? parce que, la vie m'a fait comprendre que j'ai besoin de découvrir par moi-même pour comprendre les choses et que quoi qu'on me dise, je ne l'entendrai pas tant que je ne suis pas en situation de l'entendre. Yes, Donc, je ne lui dirai rien du tout. j'adore. Et du coup, pendant tout ton parcours, toutes tes différentes expériences de méditation, et d'autres expériences similaires, est-ce que ton entourage t'a fait des commentaires sur la façon dont tu as évolué avec toutes ces pratiques ou est-ce que, enfin, qu'ils sachent ou pas d'ailleurs que tu pratiques? Bah, c'est vrai que, mes parents récemment, ils m'ont dit qu'ils m'avaient vue vraiment changer, Ouais. mais très récemment, quoi. Et aussi parce que, j'ai réussi à parler de beaucoup de choses avec eux dont j'avais jamais parlé. Bravo. Voilà, pour un entourage proche, je pense que quand on est parent, on est parent d'enfants, puis on est parent d'ados, puis on est parent d'adultes. Et Mmh. il y a un moment où on est parent de parents, si ça vient, hein, c'est pas mais si ça vient, en tout cas pour mon cas, ça a été le cas pour mes parents, ils sont devenus parents d'un parent. Il y a eu un autre cap récemment où on est devenus, être à être, Oh, heu et où on n'a plus enfin, ce sont plus mes parents. Enfin, et mmh. toujours, hein, mais j'ai passé ce cap de ce sont plus mes parents. C'est autre chose. Ça reste mes parents, hein, Oui, biologiquement, machin, ça reste papa-maman, quoi. mais vous vous traitez du coup d'égal à égal, quoi, d'être à Ouais, être, mais comme tu dis. notre relation est d'être à être et non plus, de parents à enfants, de parents à ados, de parents à adultes, de parents à parents et etc. Ouais, c'est beau. Ouais et ça a beaucoup changé de choses et je pense que ça fait partie de la possibilité de leur dire des choses auxquelles enfin, de parler de sujets auxquels, j'aurais jamais cru parler, quoi. Vous avez parlé un peu déjà de méditation et tout ça? En fait, je pense qu'on n'a jamais parlé de méditation comme on en entend aujourd'hui, tu vois? Comme on parlait Ouais. de la sophrologie, parler de tout ça et cetera.
Mais j'ai des parents qui vivent des formes de méditation naturellement, en fait. D'accord. Ok. Qui rendent pas, on va pas parler de méditation dans le sens concret du terme, on va dire. Mais voilà, mais j'ai une mère qui se lève à 5h du matin depuis que je suis toute petite. C'est pas pour regarder, c'est pas pour avoir la joie de se lever à 5h du matin, quoi. Ouais. Et je vais pas te dire qu'elle rentre en méditation où elle va se mettre les jambes croisées, à faire comme on imagine la méditation, tu vois. Ouais. Mais voilà, comme j'ai un père qui consulte, qui est ostéopathe et qui à chaque patient qu'il a, rentre dans une incarnation de son patient et prend l'entièreté de son patient entre ses mains et vit l'entièreté de ce qu'il vit, Waouh. etc. Donc il rentre en méditation à chacun de ses patients. Ouais. Voilà, comme voilà, j'ai une mère qui soigne des dents en mettant des intentions dans chaque geste qu'elle fait avant de le faire. Donc j'ai des parents qui ne m'ont jamais parlé de méditation, mais qui vivaient la méditation au quotidien, en fait. Yes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu, toi, savoir quand tu as démarré toutes ces expériences de méditation? Ou est-ce que, de la même manière que tu disais, il faut découvrir petit à petit, il n'y avait rien de plus à te dire? Ah ouais, il n'y avait rien de plus. Hein. Et de plus en plus, enfin parce que bon, à l'âge venant, on commence de plus en plus à me poser des questions. Et si t'avais une question, un truc à dire à un jeune qui démarre dans ton métier, tu dirais quoi? Non, mais de plus en plus j'ai cette question et c'est vrai que j'ai toujours envie. Alors je donne des réponses, mais j'ai toujours envie de dire, mais faites Découvrez par vous-même. par vous-même, ça sert à rien. Tout ce que je vous dirai, vous l'entendrez pas. Yes. Vous l'entendrez pas. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais ajouter ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Pas particulièrement. Ouais, en même temps, ça fait 2 heures qu'on discute. C'est exactement ça. Je sais pas combien de temps durera l'épisode final, mais waouh, qu'est-ce qu'il est... Il est plus long que les autres, cet épisode. En fait, je pensais pas parler autant de la dyslexie au début, je pensais vraiment que parler de l'accouchement, mais c'est vrai que c'est tout un parcours et Un parcours qui se complète tellement, c'est oui, chouette de voir comme tout s'imbrique. je voyais pas ça aussi grand en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre raconter ses propres aventures méditatives? Tu pourrais interviewer mon père. Avec plaisir, hein. Il a un petit micro? Non, ouais, peut-être mes parents. Ça pourrait être intéressant. Et puis peut-être ton orthophoniste aussi? Je pense qu'on Ah aurait oui. tous envie d'entendre ces histoires. Oui, oui. Ouais, ma Béatrice. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, du coup? Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, ton travail, tout ça? Bon, Instagram. Et peut-être d'autres plus tard. Non, mais vous tapez Camille Pianel sur Google et vous aurez Toute la panoplie. la panoplie qui sort au début, mais en gros, Instagram, LinkedIn, ma newsletter et mon site internet. Chouette. Allez voir tout ça, elle est vraiment géniale. Merci. Et c'est moi qui te dis merci infiniment pour tous ces trucs que tu nous as racontés, pour la richesse de ce témoignage, en fait, qui est hyper émouvant et qui est on parlait de montagnes tout à l'heure, c'est des montagnes russes et c'était une aventure humaine incroyable. Donc franchement, merci, merci, merci. Avec grand plaisir. Vraiment. Si le concept des aventures méditatives vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette. Vous pouvez aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire vos retours donne toujours une énergie de dingue pour continuer. Et bien sûr, vos suggestions de destination et d'invités seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai déjà super hâte de vous retrouver pour nos prochaines expéditions. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.